Nous sommes de retour après cette petite pause et nous sommes toujours avec nos chers invités, Firmin Tekouagbo, journaliste, chroniqueur politique, et David Baini Diagbavi, il est de togosite.com. Justement, on parlait du Nigeria qui a affiché son envie de faire développer son vaccin anti-Covid-19. Et justement, Firmin, la mobilisation au niveau africain, il faut le dire. Visiblement, les Africains ne sont pas unis sur tous les plans. L'idée du Nigeria, tous les autres pays africains peuvent s'aligner derrière le Nigeria et faire bloc pour aider le Nigeria après un autre pays, peut-être la Côte d'Ivoire ou un autre pays. Ce devrait être l'idéal. Vous savez, quand David vantait tout ce que le Nigeria est, ça m'a fait un peu sourire parce que vous savez, le Nigeria, quand on parle du G7 ou G8, le Nigeria fait partie du G7, c'est-à-dire les grandes puissances, les 7 grandes puissances du monde ou les 8 grandes puissances du monde, c'est-à-dire parce qu'avant, il y avait le G8, il y avait la Russie. Après, avec la crise ukrainienne, on a sorti la Russie, c'est devenu le G7. Même quand vous voyez le G20, les 20 puissance du monde, il n'y a pas le Nigeria. C'est-à-dire, quand on veut vous voir comme grande puissance, ça veut dire simplement que en termes de recherche, en termes d'innovation, vous avez assez d'exemples à fournir ou vous avez assez d'éléments à fournir au monde. Vous imaginez? Bon, quand on veut parler de recherche aujourd'hui et d'innovation, recherche sur le plan santé, recherche au niveau des laboratoires, recherche dans presque tous les domaines, recherche au niveau des finances, tout ça, est-ce qu'on peut voir le Nigeria? Le Nigeria, ce qui l'aide aujourd'hui, c'est que c'est un pays qui a assez de ressources humaines, c'est-à-dire plus de 200 millions d'habitants. C'est une très bonne chose. L'idéal serait que toutes ces puissances, c'est-à-dire toute la CEDEAO, encore moins toute l'Union africaine, se mobilise pour avoir un seul vaccin. Mais le problème, c'est puisqu'il y a des impétrants dans presque tous les pays. Dans presque tous les pays. Mais voilà. le problème qui se pose et ce qui fait que les Occidentaux se moquent des Africains, c'est que vous allez où? Dans la mesure où, quand vous voyez toute l'Union africaine étant régulièrement la main à l'Occident, pour organiser même les réunions, les sommets de l'Union africaine, c'est l'Occident. Vous imaginez les réunions de l'Union africaine à Addis Abeba, c'est l'Occident. Parce que, écoutez bien, ce chiffre, je le donne tout le temps. Et chaque fois qu'on parlera de l'Union africaine, ou on parlera d'une certaine mobilisation, ou d'un certain, entre guillemets, États-Unis d'Afrique, je donne toujours ces chiffres-là. C'est de l'utopie qu'on fait vivre. Dans la mesure où le budget de l'Union africaine ne sert qu'à payer les fonctionnaires de l'Union. Point. Maintenant, pour les sommets, les grands projets que l'Union développe tous les 12 mois, chaque année, bien sûr, il faut que l'Union tende la main à l'Occident, c'est-à-dire à la France, à l'Allemagne, à l'Union européenne. Maintenant, dans cette histoire de vaccin, vous n'arrivez pas à trouver de l'argent pour financer vos projets au niveau de l'Union africaine. Dans ce cas, on n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant. Vous allez trouver de l'argent et vous allez être unique comment pour pouvoir régler cette histoire de vaccin. Parce que cette histoire de vaccin, il suffit juste que la CEDEAO s'unissent en réalité. La CEDEAO, c'est-à-dire qu'on fasse voir ou qu'on fasse émerger toutes les compétences en termes de santé, bien sûr, au niveau de la CEDEAO, et qu'on les mette ensemble et que ces compétences créent un laboratoire de circonstances et qu'on pense à comment mettre sur pied un certain vaccin. On n'y pense pas, on ne peut pas le faire parce que on va commencer par le faire. À un moment donné, on va tendre la main à l'Occident. Sur ce point, on n'est pas indépendant. Ça ne peut pas aboutir du moment où, en tout, Union africaine, on a besoin de la CEDEAO, on a besoin des Occidentaux. La CEDEAO, on a besoin de la France, on a besoin des Occidentaux. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Ce que David dit, c'est bien sûr une vérité sur papier. Mais dans la réalité, ça ne peut pas marcher. Parce que les Occidentaux vont toujours bloquer les Africains. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai que l'Union africaine n'a pas été assez responsable face à la gestion, face à la gestion de cette crise. Ça fait des années. Concernant justement les pays africains. Moi, je refuse d'admettre qu'on avance que les États africains n'ont pas les moyens ou n'ont pas les compétences pour sortir des vaccins contre cette pandémie. Oui, peut-être c'est ce qu'il dit, on a les moyens, mais il faut fédérer les moyens. Oui, justement, c'est en cela que je dis que l'Union africaine avait fauté, n'a pas pu bien gérer cette crise-là. Ça aurait été l'Europe, ça aurait été les États-Unis ou alors l'Amérique ou alors la Fédération de l'Asie. Vous verrez que les choses allaient se passer autrement. La preuve, aujourd'hui, l'Inde, qui est un pays asiatique, produit ces vaccins.
Et des Africains, des pays africains, certains pays africains auraient pu aussi, ils ont développé. Bon, je me rappelle au début, j'en parlais tout à l'heure, le Madagascar qui avait défrayé la chronique avec son produit qu'il avait sorti entre-temps. Covid organique. Voilà. La Covid-19 ne connaît pas de race. Et donc, si les Occidentaux arrivent à sortir un vaccin qui peut être injecté aux Africains, les Africains aussi peuvent, à partir des recherches scientifiques, peuvent aussi sortir des vaccins ou alors sortir des produits pour aller dans la lutte contre cette pandémie-là. Et les Africains se sont, pendant très longtemps, ils se sont démarqués, ils ont produit, ils ont fait des recherches. Quand le sida, tout le monde sait comment le sida était arrivé en Afrique. Et tout le monde sait comment les Africains se sont investis pour trouver des remèdes contre ce virus-là. Aujourd'hui, le sida, ça ne se traite plus seulement avec les vaccins occidentaux, avec les produits pharmaceutiques. Il y a aussi le côté traditionnel qui est mis en cause. C'est ce manque de confiance que les Européens ont des Africains qui pose problème. Sinon, à l'heure où nous parlons, si le Nigeria accepte d'aller vers le développement de recherche pour proposer son propre vaccin, c'est parce que le Nigeria est sûr que il a les compétences nécessaires. Et surtout avec cette somme, 26 millions de dollars. Voilà, il a les moyens nécessaires pour aller dans cette recherche-là. C'est ce que les États avaient proposé au début de l'arrivée de cette pandémie, sauf que ceux qui devraient soutenir ces États n'ont rien fait. C'est l'Union africaine. Moi, je ne parle même pas de la CEDEAO, je parle de toute l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, on parle de tout un continent. Et donc, c'est à l'Union africaine d'aller dans ce processus-là pour dire à ces Européens, nous allons aussi nous retourner vers l'Afrique pour voir si nous pouvons, pendant que vous faites vos recherches dans vos laboratoires, permettez aussi aux pays africains qui ont les moyens de mener aussi ces investigations, ces recherches pour voir si d'autres vaccins peuvent être aussi trouvés. L'AstraZeneca, qui est sorti des laboratoires modernes de l'Angleterre, ce vaccin tue. Ça tue quand on vous pique, quand on vous vaccine. Des gens ont été vaccinés à l'AstraZeneca, ils sont décédés. C'est pas moi qui le confirme. Ça a été dit, ça a été confirmé. Dans tous les pays, on a parlé de caillots qui se forment. Pourquoi continuer la caillots vaccination, sanguins, etc. Le Johnson & Johnson, ça tue. Le vaccin russe, Sputnik, ça tue. Forcément, tous les vaccins tuent, mais préviennent plus que ne tuent. Et donc, quand on sort un vaccin, ça ne veut pas dire qu'à 100% ce vaccin, lorsqu'on va vous l'inoculer dans le corps, ça ne veut pas dire que vous allez vous en sortir indemne. Vous pouvez, avec le développement des effets secondaires, ou alors si votre organisme ne répond pas à ce vaccin, vous pouvez succomber. Voilà, moi, c'est la question que je me pose. Moi, je suis en une minute, la question que je me pose, on me donne toujours pas la réponse. Avec quoi on soigne les malades de Covid-19? Jusqu'à présent, on ne nous dit pas avec quoi exactement on soigne les malades. C'est-à-dire, les Africains, eux, ils se sont offerts ce beau plaisir de trouver des médicaments. D'essayer. Et peut-être les médicaments, peut-être à un moment donné, ont marché. Mais dans presque tous les pays qui ont essayé de développer ces produits, c'est-à-dire, on les a tués. Vous comprenez, on les a tués, T-U à sens circonflexe. Vous imaginez le verbe terre. Donc on les a tués, c'est-à-dire on n'en entend plus parler. Ça veut dire, nous, on avait la possibilité, on a peut-être ces génies de trouver un médicament contre le coronavirus. Et on ne le développe pas. Maintenant, dans les hôpitaux, que ce soit hôpitaux occidentaux, que ce soit hôpitaux togolais, hôpitaux africains, avec quoi on soigne le Covid-19? Parce qu'à chaque fois, on dit il y a tel nombre de cas actifs, mais il y a tel nombre de cas guéris. Ceux-là qui en guérissent, avec quoi on les soigne? Parce qu'il faut qu'on nous le dise pour que les chercheurs sachent si c'est ça qui peut permettre de guérir du coronavirus ou de le traiter ou de le soigner ou d'en soigner les malades. Mais qu'on développe cela peut-être dans les laboratoires. C'est comme il y a un silence total sur ce avec quoi on guérit ou on traite le coronavirus. Parce que j'ai suivi un reportage où un Français disait en réalité, les chloroquines dont on parlait au début, pourquoi en France on l'a interdit ou pourquoi, avec quoi on les soigne? Ils sont partis où? Il y a certains Africains qui disent peut-être qu'ils vont dans les... qui sont malades du coronavirus. Après, quand ils sortent, et vous leur posez la question, ils disent... Non, quand eux, ils vont peut-être dans ces centres où on les soigne. C'est azithromycine, comment on les appelle? Azithromycine et beaucoup de vitamines. Et puis, on en guérit facilement. Donc, avec quoi? C'est-à-dire, c'est pour cela, moi, je suis un peu d'accord avec ceux qui disent qu'il y a quelque chose, un plan derrière. Qui se trame derrière. Et on ne nous permet pas d'avoir toutes les informations sur la maladie. En tout cas, peut-être que vous êtes attendu un
les gens vous ont écouté. Non, qu'il aille au CHR s'il veut voir avec quoi on traite les Covidés. Là. Va au CHR. David vous a donc aidé. On va passer au Bénin. On va justement passer au Bénin avec les manifestations contre le temps additionnel du président actuel Patrice Talon, alors que le président est candidat à sa réélection le dimanche 11 avril prochain. Ses adversaires dénoncent la prolongation de son mandat et un musellement de l'opposition. Ça, on le sait déjà. Alors, on peut se poser cette question, David, les manifestations contre le mandat ou bien le temps additionnel du président Patrice Talon. Normalement, il a fini son mandat quand? Et que prévoit la constitution béninoise? Ce que prévoit la constitution béninoise, c'est ce qui est déclaré ou c'est ce qui est déroulé aujourd'hui au Bénin. La constitution béninoise prévoit la fin du mandat du président en exercice le 5 avril passé. Ce n'est pas Talon qui a imposé les 45 jours qui sont comptabilisés avant l'entrée en fonction du nouveau président qui sera élu ou de l'ancien qui est reconduit. Ce n'est pas Talon qui l'a imposé. Talon a proposé ce projet à l'Assemblée nationale qu'il a voté dans la majorité. Et donc, c'est l'ensemble des Béninois qui ont accepté. Et on sait comment se compose l'Assemblée nationale. 45. Non, c'est ce que tout le monde dit. Sauf que Talon, aujourd'hui, il est zen. C'est vrai qu'il y a eu des manifestations hier. C'est sporadique. C'est des manifestations qui vont se calmer. Ça s'est calmé. Aujourd'hui, Cotonou, les autres grandes villes étaient toutes calmes. Le début de toute chose est timide. Oui. Ça a toujours été comme ça. Et pour moi, il est trop tard pour les Béninois de manifester leur colère ou leur désaccord avec Talon. Ce n'est pas à quelques semaines de la prochaine présidentielle que les Béninois vont organiser ces manifestations-là. Non, il fallait organiser ces manifestations depuis très longtemps. Depuis que ces Béninois ont compris ou on pensait que Talon est en train de changer les choses pour rester encore au pouvoir ou pour... voilà, non, Talon n'a rien imposé. Et je ne comprends véritablement pas cette levée de bouclier qui s'est passée dans les grandes villes hier. Ça ne changera rien au calendrier électoral. Les élections vont avoir lieu le 11 avril prochain. Talon, il va être réélu. Même après son élection, peut-être, il peut toujours avoir des soucis. Et c'est ce qui inquiète, parce que le Bénin, après tout, c'est un modèle de démocratie. C'est le même langage que des gens ont tenu quand Talon était arrivé au pouvoir. Les gens ont crié, même le dernier classement en termes de pays démocratiques en Afrique, on dit le Bénin a régressé parce que Talon est venu. Les gens ont dit il ne va pas finir son mandat. Les gens se sont... Le Béninois, c'est comme ça. Il crie chez lui, il crie, mais il ne peut pas sortir dehors pour manifester. Moi, je ne comprends pas que des gens soient dans les rues hier pour dire à Talon, votre mandat est fini le 5 avril dernier, alors que c'est le même peuple qui a donné quitus à l'Assemblée nationale pour voter la prorogation des 45 jours qui séparent les élections à l'entrée en fonction du nouveau président élu ou du président reconduit. Et donc, je ne comprends pas. Il y avait eu des raisons qui auraient pu mobiliser la population béninoise à organiser des manifestations, mais ça n'a pas pu avoir lieu. Talon va être élu le 11 avril prochain par un coup KO, parce que c'est comme ça, la Côte d'Ivoire, la Guinée... Ça, c'est normal, parce qu'il n'y a pas... Voilà. Le Bénin, ne voit pas d'opposants, de véritables opposants. Mais les opposants sont là. Moi, quand on dit que les véritables... Personne n'a interdit à qui que ce soit de se présenter. Il y a des conditions qu'il faut remplir. C'est comme chez nous, au Togo, on dit... Il faut avoir une caution financière. Je ne sais pas à combien ils l'ont évalué à la dernière élection. Je ne sais pas trop. Il faut être togolais. Il faut résider au Togo pendant 6 mois ou 12 mois. Voilà. Vous n'avez pas résidé au Togo pendant 6 mois. Vous sortez de nulle part pour venir déposer votre dossier. On rejette votre dossier. On dira qu'il n'y a pas d'opposant. Vous n'avez pas la caution pour payer. Vous n'avez pas l'argent pour payer la caution présidentielle. Vous envoyez votre dossier, on rejette et on vient dire qu'il n'y a pas d'opposants en face des autres candidats. Non, mais il y a eu des conditions qui n'ont pas été proposées ou imposées par Talon. Il y a eu des conditions qui ont été avancées par Talon à l'Assemblée nationale, qui l'a validée et qui fait d'office
une loi pour le pays. Vous savez ce et qui donc, est fait, respecter... c'est l'Assemblée nationale, en fait. Oui, mais l'Assemblée nationale, ce n'est pas nous qui avions voté, c'est les Béninois qui ont voté pour ceux qui sont là. Le problème, comme vous le dites, c'est que on voit que l'opposition est complètement irritée. Hein. Et surtout, les leaders de l'opposition, on a vu Sébastien Ajavon qui n'est plus au pays, Ricky Amadougou et d'autres. Ces manifestations, même si David dit qu'elles sont sporadiques, ça risque de déclencher autre chose après. Hein, parce que les gens peuvent rentrer dedans. Non, mais écoutez, qui va rentrer dedans et qui va faire quoi? Vous imaginez? Vous vous rappelez, on a fait les législatives, mais ça c'était en 2018, en 2019. Mais on a dit plutôt de participation, peut-être 20%, plus de 20%. Et puis peut-être il y a certaines personnes qui sont mortes. Il y a eu des blessés, on a arrêté des gens, on a saccagé des biens publics. Le point final. Le point final. Et Talon a repris son fauteuil. Il n'y a plus de problème. L'Assemblée, en 2019, a voté la modification de la Constitution et la modification du calendrier électoral. Et c'est depuis ce temps, ça fait déjà 2 ans, que les Béninois devraient savoir qu'il y avait quelque chose qui était caché. Voilà. Et comme David le dit, ça, sur ce point, je suis d'accord avec les Béninois étaient où quand on votait la modification du calendrier électoral. Ils avaient ça depuis. Ce n'est pas le jour où le mandat de l'ancien... de l'ancien calendrier, voilà. Oui, bien sûr, de l'ancien calendrier expirait, que vous allez sortir, vous allez vous mettre dehors pour dire, vous contester. Vous étiez, ou ça veut dire peut-être que vous n'êtes pas trop cohérent avec vous-même, ou vous prenez les choses à la légère. C'est-à-dire, c'est comme les oppositions africaines, c'est-à-dire c'est à la dernière minute, à la veille des élections, qui se lèvent, qui se jettent dans la rue pour dire qu'ils sont en train de contester, alors qu'ils devraient se lever très tôt, beaucoup plus tôt, et pour se préparer contre cette dérive du président qui est au pouvoir. Mais ils ne le font pas et aujourd'hui, ils vont faire quoi? Aujourd'hui, ils disent, en réalité, selon l'ancien calendrier électoral, le mandat du président en fonction prend fin le 5 avril. Et puis, alors que cela a été modifié en 2019. Donc, où se pose fondamentalement le problème? Le problème, en réalité, ne se pose pas. Si c'est un problème de droit, si c'est un problème juridique, le problème ne se pose fondamentalement pas. Les Béninois, j'ai l'impression que c'est comme, je ne veux pas dire en terre à terre, de façon plus soutenue, ils n'ont souvent pas d'éléments pour soutenir ou d'argumentaires pour soutenir leur démarche. Et ils ne se lèvent pas très tôt pour pouvoir défendre ce qui est à défendre. Aujourd'hui, ils sont dans une situation pas trop confortable, alors que c'est Talon qui est en position de force. On va organiser les élections le 11 avril. Le 11 avril, et puis c'est fini. Talon va passer au premier tour, un coup KO, et puis c'est fini. Quand vous dites qu'il y a des opposants qui sont dehors, il y a Ricky Amadougou qui est en prison, ça va changer quoi? Ça va pratiquement rien changer. Ça va rien changer. Donc, le président candidat va gagner à l'aise. Écoutez, par exemple, au Congo-Brazzaville, il y a Kolela qui est mort le jour du scrutin, n'est-ce pas? C'est le jour du scrutin. Le jour du scrutin, et après, les opposants ont crié, la société civile a crié, et puis après, on a validé l'élection, on a validé les résultats, et la Cour constitutionnelle valide la réélection de Sassou Nguesso, et puis c'est fini. Cette phase-là est tournée. C'est la même chose. Talon est venu au pouvoir, il n'était pas trop un bon politicien, mais il est en train d'apprendre, c'est comme il est en train de lire les livres de ceux-là qui... Ou bien il est bien entouré. Il est bien entouré, mais il voit un peu ce qu'il lit les livres des chefs d'État africains, la manière dont ils se comportent sur le plan constitutionnel, sur le plan politique. Pour écarter les gens. Pour écarter les gens, c'est cette manière, c'est cette méthode-là qu'il est en train d'utiliser, donc ce sont des méthodes qui l'inspirent, et c'est ça qui lui permet de pouvoir écarter les gens, d'emprisonner les gens, et de passer par force. C'est-à-dire, les Béninois doivent savoir que aujourd'hui, ils doivent savoir qu'ils ont talent. Pendant longtemps, ils ont eu des gens, peut-être qui ont essayé peut-être de construire une certaine démocratie pour le pays, mais ils ont quelqu'un aujourd'hui qui veut tout remettre à plat. Qui veut changer les choses. Qui veut changer les choses. Ce n'est pas peut-être aussi cela le problème des Béninois. Ils sont habitués à quelque chose. Talon veut changer quoi? Mais ce point, Talon veut changer quoi? Talon, c'est quelqu'un qui est venu s'enrichir, c'est tout. Et on le dit, on l'appelle milliardaire, mais c'est quelqu'un qui est venu s'enrichir. Il est venu, quand on dit l'argent ne circule, on dit l'argent ne circule plus. L'argent là qui circulait, c'est avec ça qu'on construit aussi, c'est avec ça qu'on construit les écoles, c'est avec ça qu'on construit les hôpitaux. Maintenant, pour la plupart des marchés,
Ce sont ces sociétés, il a créé des sociétés écrans. Et ce sont ces sociétés-là qui prennent, qui raflent des marchés. Les sociétés qui prenaient les marchés avant, on les a écartés. Et aujourd'hui, c'est lui. Maintenant, quand il dit, avec tout ce que lui, il veut faire, il veut s'enrichir, écarter ses opposants, assez de temps suffisant au pouvoir pour s'enrichir de nouveau et puis faire ce qu'il veut aujourd'hui. En tout cas, ce n'est que le deuxième mandat. Peut-être qu'on verra qu'il va rentrer aussi dans la danse, on ne sait pas. En tout cas, David, oui, si tu le permets, en tout cas, on voit des manifestations, vous l'aviez dit, sporadiques, à Porto Novo, à Parakou, à Calavi, à Savé. Et ce qui est inquiétant, je le redis encore, c'est une partie du Bénin qui manifeste, opposer les communautés entre elles, comme on l'a déjà vu en Côte d'Ivoire, partout en Afrique. Ça, le Bénin risque de rentrer dans la danse. C'est ça mon inquiétude, en fait. Les Béninois et Talon, c'est une histoire d'amour. C'est le grand amour. C'est comme Roméo et Juliette. C'est ce que moi je vois. Les Béninois aiment Talon. Ils aiment Talon, mais ils font semblant. Même ceux qui sont en prison. Non, en tout cas, la majorité des Béninois aiment Talon. Ceux qui sont là. Mais ils font semblant de ne pas l'aimer parce que, bon, voilà, et le monsieur est venu, il a changé les habitudes et tout. Vous savez, les Béninois avaient une habitude. Ils étaient trop habitués à la facilité. Ouais. Sous Yahi Boni, sous les autres présidents, il y a eu trop de facilité, il y a eu trop de corruption, il y a eu trop de favoritisme. Et donc, Talon est arrivé, il a mis fin à tout ça. Et derrière, il y a eu des résultats. Et les Béninois étaient contents. Ouais, on a vu des résultats, surtout sur le plan économique. Voilà. Une croissance il y a eu de 7%. Voilà. Et ça, c'est bien. C'est des résultats comme ça qu'on cherche. Mais les Béninois ne comprennent plus Talon parce que Talon est venu pour apporter du nouveau dans la gestion de la chose. Pas pour s'enrichir, comme Firmin l'a dit. Talon n'a pas besoin de ça. Talon, c'est un multimilliardaire. Quand Fimet dit que Talon a créé des sociétés écran, tu as vu une société écran qui appartient à Talon. Ça, c'est ce que les adversaires de Talon ont l'habitude de dire. On dit, ouais, il a créé, il est dans l'engrais, il est dans le quoi, etc. Et donc, c'est ces sociétés. Est-ce que c'est faux? Non, mais aujourd'hui, Talon, c'est multimilliardaire. C'est un peu comme l'ancien président américain qui est parti là. Donald Trump. On dira, il est venu s'enrichir. Non, le monsieur, il était milliardaire avant d'arriver au pouvoir. Et donc aujourd'hui, il a appris aux Béninois à assainir les finances. Il a appris aux Béninois à investir au Bénin. Et ça a porté. Et donc aujourd'hui, quand on dit que c'est des communautés ethniques qui se lèvent, etc., rien ne va se passer. Kérékou a fait pire que ça. Sogolo a fait pire que ça. Boni même, qui était parti il y a 5 ou 6 ans, il avait fait pire que ça. Mais au final, les Béninois leur ont dit merci pour ce que vous avez fait. C'est la même chose qui va se passer le 11 avril prochain. Et vous serez surpris, peut-être qu'on reviendra en parler sur ce plateau. Moi, je vous donne la garantie que Talon passera. Oh, ça, on le sait. On par sait un coup KO. Maintenant, la suite... On ne sait pas comment. Et la suite, après, suite sera encore une nouvelle page que Talon va ouvrir pour permettre au Bénin de s'émanciper et de sortir de cette situation dans laquelle il est. Firmin, vous aviez voulu ajouter quelque chose tout à l'heure. Et puis, votre ami David dit que Talon n'est pas venu pour s'enrichir, hein, contrairement à ce que vous dites. Non, j'ai l'impression que David... Attendez, il y a une théorie très banale, c'est-à-dire, on dit souvent que les pauvres continuent de s'appauvrir et les riches s'enrichissent. Quand un milliardaire est là, il ne dort pas dans sa chambre. Il se lève tout le matin et chaque fois qu'il lui, il pense qu'argent. Le milliardaire ne pense qu'argent. C'est-à-dire, comment fructifier encore ces milliards. Talon est venu, mais tout le monde le sait. Pour fructifier ces milliards. Talon n'est pas venu pour construire la démocratie au Bénin. Lui-même le sait. Talon n'est pas venu pour lutter contre la corruption. C'est parce qu'arrivé à un moment donné, il se dit qu'il y a assez de corruption peut-être d'un côté, mais peut-être il va tirer le drap un peu de son côté pour voir aussi comment ce que ça peut donner. Mais ce qui est dommageable, je le disais tout à l'heure, c'est que dans ce pays-là, on ne voit pas la presse très véhémente. Très véhémente, parce que dans ce pays, on a emprisonné un journaliste. La presse ne s'est pas insurgée contre cette attitude, je dirais, dictatoriale de Talon. On emprisonne même si le journaliste est
dans les erreurs. Non, non, mais même, écoutez, au départ, on peut exprimer une certaine solidarité avant d'aller au fond. Ouais. C'est-à-dire, on soutient, on est solidaire avec le journaliste par rapport à la forme. Et peut-être le fond, on va lui reprocher un certain nombre de choses. Maintenant, on ne voit pas la presse, peut-être dans sa majorité, ou les organisations de presse, c'est-à-dire dénoncer cette attitude, de mettre en prison un journaliste, peut-être qui a repris sur sa page Facebook les propos d'un responsable ou d'un procureur. Vous imaginez, la presse n'a rien dit. Et maintenant, on emprisonne une dame, c'est-à-dire une politicienne, bien sûr. Je ne dis pas qu'on ne peut pas emprisonner les femmes politiciennes. Non, parce qu'on emprisonne Rekia Madougou, politicienne, à la veille des élections. La presse ne dénonce pas avec véhémence cette attitude parce qu'on dit terrorisme. Vous imaginez, c'était comme on était encore dans les années 80 ou dans les années 70 où on parlait des termes à contenu vide, terrorisme, qu'elle veut déstabiliser le pays. Et puis la presse ne dit pratiquement rien. Il y a cela, me semble, 2 jours, il y a un juge qui a dû démissionner, qui dit qu'ils sont en train de subir une certaine pression. Mais la presse ne dit pratiquement rien. Le ministre de la Justice, Séverin Kouenom, a également répondu. Il parle de pression, de manipulation plutôt de la part de ce monsieur. Voilà, c'est tout ce qu'ils peuvent dire. Alors moi, ce que je dénonce, c'est que la société civile ou les organisations de la société civile sont où dans cette affaire? Les journalistes, ils sont où dans cette affaire? C'est comme Talon, il est en train de mettre la main sur tout le monde. A dit, il fait fuir les opposants du pays, il met la main sur les opposants, il les emprisonne. La presse, il met la main sur ça, et les organisations de la société civile mettent la main sur ça. Et c'est lui, le patron Talon, le seul maître à bord, le Manitou, qui avance, c'est lui qui décide, et c'est lui qui fait. On ne peut pas contrarier. Non, c'est pas le contrarier, c'est-à-dire vous le contrariez, il vous met en prison, il vous fait fuir le pays, il invente des choses pas possibles. C'est comme on se dirait dans les années 80, dans les années 70. C'est pas bien pour la démocratie béninoise, du moment où le Bénin a fait assez d'efforts avant de se rendre un peu plus stable aujourd'hui. Si vous connaissez un peu l'histoire du Bénin, le Bénin a eu à connaître assez de coups d'État avant de commencer par rester un peu stable à partir des années démocratiques, à partir de 90. Un talent qui est venu, qui est en train de bousiller, de tout mettre, ou de tout remettre à plat, tous les efforts consentis par le peuple béninois. C'est regrettable pour la démocratie en Afrique, regrettable pour la démocratie béninoise, regrettable pour la démocratie au niveau de la zone CEDEAO. David, peut-être qu'après les élections, les Béninois vont se retrouver, parler entre eux. En ce moment, le président Patrice Talon aura ce qu'il veut. Hein. Il a été réélu. Pas qu'il aura ce qu'il veut. Il n'est pas venu pour perdre. Il est venu pour gagner encore. Et donc, il va forcément gagner. C'est quelqu'un que moi, j'apprécie fondamentalement parce que derrière toutes les accusations qui sont portées contre lui, il y a quand même des résultats. Quand on parle d'emprisonnement de Rekia Madougou, je pense que c'est un dossier judiciaire. Oui. Et dans ce cas précis, la concernant, on parle de déstabilisation d'un pays. C'est quand même assez fort, surtout à la veille des élections. Maintenant, je crois que Talon n'est pas aussi fermé aux cris des Béninois. Après les élections, certainement qu'il va gracier Rekia pour la libérer, pour qu'elle puisse vivre librement comme elle le souhaite. Néanmoins, il y a les élections qui arrivent et ça, c'est très important. Les élections ont fait basculer dans la violence et dans l'instabilité beaucoup de pays africains, les questions électorales. Et donc, le président béninois ne souhaite pas que cela arrive pour son pays. Et donc, s'il fallait prendre les dispositions pour faire taire ceux qui auraient peut-être nourri ces ambitions de faire déstabiliser le pays, il faut les prendre. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, sur le cas de la presse, comme Fimel le dit, c'est vrai, ça a été un constat regrettable, mais cela fonde encore, moi, ma position quand je dis entre Talon et les Béninois, c'est Roméo et Juliette. Ouais. C'est un amour entre eux, ils l'aiment beaucoup, et donc tout ce qu'ils commettent peut-être comme erreur, ils ne veulent pas en parler, ils n'ont pas envie d'évoquer ces sujets. Et puis bon, voilà, c'est un président de la République qui a des ambitions pour son pays, il le fait. On a vu ce qu'il a fait en 5 ans. On verra encore ce qu'il fera pour les 5 prochaines années. Et les Béninois vont pouvoir apprécier aussi. Allez, on va marquer une pause. Elle s'impose. Le journal Léon revient avec nos chers invités, Firmin et David.